Donc bonjour, donc on m'a demandé de présenter un petit peu les innovations pour les patients qui sont porteurs d'aplasie d'oreille, quoi de neuf dans ce secteur. Donc je m'appelle Charlotte Sellerier, je suis praticienne hospitalière à l'hôpital Necker et c'est vrai que j'ai une cohorte de patients principalement qui sont porteurs d'aplasie d'oreille, d'où ma venue aujourd'hui. Donc d'un point de vue esthétique, je vais vous parler de la prise en charge chirurgicale de la reconstruction esthétique du pavillon de l'oreille parce que classiquement, les patients, ce qu'on leur propose, c'est la reconstruction par la greffe de cartilage costal. C'est la technique qui existe depuis 60 ans et qu'on propose dans notre service et dans d'autres centres de référence. C'est une technique qui existe depuis 60 ans qui demande beaucoup d'apprentissage pour le chirurgien avec des résultats plus ou moins esthétiquement satisfaisant, avec des conséquences physiques par rapport à la prise de cartilage costal pour les déformations du thorax et parfois des enfants qui ont été opérés et qui, quand ils ont 40 ans ou 30 ans, sont un peu déçus du résultat esthétique. Et donc, on a cherché à proposer l'autre solution qui existe. Alors, ce n'est pas vraiment une innovation, parce que la personne qui a développé cette technique aux États-Unis, c'est M. Renich. Et ça fait déjà 30 ans qu'il le fait, lui, aux États-Unis. Donc, sa technique, elle a eu le temps d'évoluer. Et donc, maintenant, on la pratique aussi sur Necker depuis maintenant 1 an. Et cette technique, ça va permettre de proposer une reconstruction plus précoce du pavillon de l'oreille si l'enfant le désire. Comment ça fonctionne? Alors aux États-Unis, ils les proposent à partir de 3 ans. Je dirais que maintenant, en pratique, même si techniquement le geste est faisable, on a une politique en France où on aime bien avoir l'accord de l'enfant et de la famille qui comprennent ce qui va se passer. Et c'est vrai que 3 ans, c'est beaucoup le désir des parents dans la reconstruction du pavillon. Nous, on préfère attendre un petit peu avant de proposer ce type de chirurgie. En tout cas, ça se fait en un seul temps chirurgical, une incision qui va permettre de cacher les cicatrices par l'oreille. Et vous voyez en bas en fait le matériel qui est du polyéthylène poreux, déjà utilisé dans beaucoup de chirurgies biocompatibles, et qui va permettre d'assembler avec un thermocollage les deux parties pour former le pavillon de l'oreille en fonction de la taille de ce que l'on souhaite. C'est beaucoup moins précis quand on fait la sculpture sur le cartilage, mais au final, de loin, la forme de l'oreille elle est tout à fait satisfaisante. Ce matériel ne peut pas se poser directement sous la peau comme on le fait avec le cartilage costal. On est obligé de le protéger, de l'envelopper dans un muscle. On prend un lambeau de fascia temporalis superficiel qui va permettre en fait de protéger ce matériel et de ne pas le mettre directement sous la peau, sinon ça nécrose, tout bêtement. Et on apporte aussi des greffes cutanées par-dessus. Cette prothèse, évidemment, elle a un coût, environ un peu moins de 1 000 €. Donc ici, en paire opératoire, vous voyez l'enfant avec le tracé des artères de l'artère temporale superficielle. On prend sa branche principale et une collatérale. C'est important d'avoir 2 branches et pas une seule pour la viabilité du lambeau musculaire. Il n'y a pas d'incision dans le scalp comme habituellement on peut le faire quand on prélève ce type de lambeau en Z pour des questions esthétiques. Alors, ce qui fait que ça rajoute du temps chirurgical, ça rajoute bien 2-3 heures de dissection, mais ça permet qu'esthétiquement, il n'y ait pas une cicatrice inesthétique dans le scalp. Ça, tout en bas, vous voyez l'oreille avec le lambeau qui est aspiré sur la prothèse, puis après avec les greffes cutanées. Ensuite, le moule bleu, c'est un moule en silicone, un peu comme ce qu'utilise notre collègue à Caen pour mouler les oreilles, qui va être cousu sur l'enfant pendant 15 jours, le temps que l'œdème diminue. Et au bout de 15 jours, on ouvre le paquet cadeau et on voit si ça a fonctionné ou pas. Je vous montre des résultats du coup de nos patients. Hop. Donc ce petit garçon, le premier, c'est un des premiers qu'on a opéré. Donc je l'ai opéré en 2019, octobre 2019. Donc là, on a maintenant 1 an de recul. Il a une microsomie hémifaciale. Il était en CP. Il était très demandeur d'une prise en charge esthétique. Et en plus, il devait porter des lunettes, c'était compliqué. Voilà, il avait d'autres soucis à côté. Et c'est le résultat de ce que ça donne. Donc vous voyez, quand on les opère petits, on est obligé de faire une oreille à taille adulte. Évidemment, ça ne va pas grandir. Donc il y a une petite différence de taille, qui j'espère sera moins visible secondairement. Lui, on ne lui a pas proposé. Il aurait pu avoir un lipofilling aussi mandibulaire et améliorer un petit peu aussi en avant du pavillon. Et donc pour l'instant, ça lui a été reproposé, mais il n'est pas très demandeur finalement. Il est assez content de son oreille et en classe, ça se passe bien. À part ses petits camarades, les questionnements, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième patient, lui, on l'a fait en CM1.
Pareil, une microsomie hémifaciale avec un tout petit résiduel chondrocutané. Et voilà ce que ça donne en résultat avec 7 mois de recul. Donc un résultat qui est quand même satisfaisant et qui donne... Alors, c'est jamais parfait, hein, on prévient les patients que ce sera jamais comme l'oreille de l'autre côté, que l'idée c'est que de loin, on ait un aspect de pavillon, mais évidemment, ce sera jamais aussi parfait. C'est très dur au toucher, la sensibilité, elle est diminuée, mais comme dans le cartilage. Mais ça permet d'avoir une autre solution pour les enfants qui ont des problèmes de déformation thoracique, pour les enfants qui ont des envies très précoces ou d'autres malformations à côté, des lignes d'implantation assez basses des cheveux où de toute façon il y aura besoin d'un lambeau de fascia temporalis pour bien placer l'oreille au bon endroit. Ça peut être une solution. Alors certes, le Medport, ce n'est pas le meilleur des matériaux. C'est un matériel qui est quand même à risque, pas de rejet, mais s'il y a un incident sur la peau, s'il y a une plaie cutanée avec une exposition de la prothèse, il faut ramener un lambeau musculaire et une greffe cutanée. Donc c'est une gestion qui peut être un petit peu complexe dans les suites, s'ils prennent un coup dessus. J'espère qu'avec le cartilage de culture, on arrivera à modéliser, comme c'est déjà en cours, des modèles d'oreilles en 3 dimensions. C'est déjà dans les tuyaux, il y a des équipes de recherche qui travaillent là-dessus, et qu'on pourra changer ce matériel par le cartilage du patient. Ça, ce sera l'avenir. En tout cas, pour l'instant, cette technique peut proposer des solutions, quitte à changer éventuellement chez les enfants qui ont eu du Medport, la prothèse par un cartilage de culture. Pourquoi pas ? Donc ça, on le fait maintenant régulièrement sur Neckar, donc c'est une intervention qui prend un petit peu de temps, mais les patients peuvent bénéficier de cette technique en sachant qu'en France, on est 3 à en faire. Il y a quelqu'un à Toulouse qui en fait, M. Lowers en maxillofacial, et ma collègue, le docteur Bruxo à Lille, qui s'est formé en même temps que moi sur la technique aux États-Unis. Donc ça, c'était pour le côté esthétique. Maintenant, quoi de neuf côté auditif, puisque les enfants qui ont des aplasies de l'oreille, ils ont non seulement une différence esthétique, mais ils ont aussi une surdité d'un côté ou de l'autre en fonction de leur aplasie, souvent moyenne. Et donc, il y a les appareils qu'on peut mettre classiquement en conduction osseuse sur des bandeaux, mais s'ils ont envie d'avoir une autre solution qui n'est pas le petit pilier qui se met comme la vis dans le crâne avec quelque chose, des complications cutanées, des risques d'extrusion et qui est difficile à mettre chez le tout petit enfant, on a la nouvelle solution de l'implant d'oreille moyenne qui donne des très bons résultats auditifs. Donc ça, Madame de Noël avait probablement dû vous en parler il y a quelques années parce que cet appareil existe depuis longtemps. Il a un petit clip qui peut s'adapter sur les osselets malformatifs quand il y a des osselets. Et la nouveauté, c'est qu'il est maintenant remboursé par la Sécurité sociale. Donc on peut le proposer beaucoup plus facilement aux familles. Et la vraie nouveauté, c'est que chez les enfants, l'implant d'oreille moyenne était proposé pour les enfants qui avaient des osselets, même s'ils étaient malformatifs. Chez les enfants type Treacher-Collins ou avec des importantes microsomies hémifaciales et des importantes malformations ossiculaires pour qui on ne peut pas proposer ce type d'implant, pour qui la vis en transcutanée est compliquée parce que l'épaisseur osseuse n'est pas assez importante, a été développé l'implant en conduction osseuse de type Bone Bridge, qui va permettre, dans sa version pédiatrique, puisqu'il existait déjà dans sa version adulte, de pouvoir se positionner parce qu'il a été réduit de taille de 50% dans la mastoïde de l'enfant et donc permettre une solution sans que ça se voit, ça se met entièrement sous la peau et puis après la partie extérieure est aimantée pour ces enfants qui ont des grosses malformations de l'oreille interne. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas encore pris en charge par la Sécurité sociale, donc on ne le propose pas en systématique. Mais ça devrait être remboursé, j'espère, courant 2021. En sachant qu'il y a une autre entreprise, donc ça c'est fait par l'entreprise Medel, et qu'il y a une autre entreprise cochléaire qui sort aussi un projet identique qui s'appelle l'OSIA, qui n'est pas encore disponible sur le marché français. Mais voilà, ça commence à bouger côté aussi proposition d'appareillage auditif pour les patients très malformatifs au niveau de l'oreille interne. Voilà, pour des solutions chirurgicales. Je vous remercie. Merci beaucoup Charlotte. C'est vrai que le Medport, c'est l'avantage quand même d'être un seul temps chirurgical versus au moins 2, voire souvent 3, effectivement, avec des greffes de cartilage. Donc au-delà des désavantages que tu as cités, il y en a d'autres. Des questions, des réactions, des remarques. Madame Vasquez.
Vous avez déjà votre micro. J'ai droit à plusieurs questions. Bien sûr. La première, c'est quand vous faites la greffe de peau par-dessus le Mépor, et avant de mettre votre pansement cadeau, là, comment vous immobilisez la greffe? Quel type de bourdonnet ou de pansement vous mettez dessus? Rien? Alors, ou comment vous faites pour qu'elle soit bien appliquée en fonction du relief de l'oreille? Donc, la greffe de peau est mise sur le lambeau en aspiration. La greffe cutanée est cousue par des points séparés de Vicryl Rapide 6.0. Mais avec plein de points sur tous les reliefs. Il y a 3 heures de suture. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, c'est les points qui en fait modèlent... Les points, l'aspiration pendant qu'on pose la greffe. D'accord. C'est en aspiration continue qu'on retire avant que l'enfant sorte de salle. Donc, il n'a pas d'aspiration sous sa prothèse pendant plusieurs jours, par exemple, après. Et ensuite, on vérifie vraiment qu'il n'y ait pas d'air du tout, que l'aspiration a bien tenu. Et ensuite, sous le pansement, il y a un petit pansement en plus d'algostérile et quelques crèmes magiques. D'accord, uniquement. Ok, je comprends. Alors, deuxième question. Est-ce que vous êtes sûr que l'oreille reconstruite, que même Mépor ne grandit pas un peu? Je sais bien que le Mépor lui-même ne va pas grandir. Non, alors probablement que ça se relâche un petit peu. Hein. Il y a toujours une perte de hauteur. C'est pour ça qu'on la fait en général un petit peu plus haute. Quand on peut garder un lobe, quand il y a un lobe, éventuellement ce lobe il va évidemment grandir. Donc ça peut évidemment jouer un petit peu. Hein. La peau, elle va grandir. Et est-ce que la reconstruction avec le cartilage grandit ou pas? Ou est-ce qu'on ne sait toujours pas? Les études qui ont été faites sur des cartilages qui ont été retirés d'enfants ou d'adultes qui n'étaient pas contents de leur reconstruction et qui ont été analysés montraient qu'il y avait plutôt des nécroses du cartilage. Donc pas tellement. C'est un cartilage qui n'est pas censé être là, donc il ne va pas grandir. D'accord. Alors après, certains chirurgiens disent qu'ils grandissent. Bon, je ne pense pas. Voilà, c'est pour ça que je pense que techniquement, biologiquement, il ne peut pas grandir. Il n'est pas vascularisé, il n'est pas dans son endroit naturel, il ne va pas grandir. D'accord, oui. Et dernière question, finalement, vous choisissez comment l'indication entre l'un ou l'autre? On discute avec les parents et l'enfant. Moi, il n'y a pas de critères anatomiques ou malformatifs? Alors, je les oriente un peu plus quand ils sont très malformatifs et qu'ils veulent une solution plus précoce vers le Mépor. Mais il n'y a pas d'obligation, évidemment. Le Mépor comportant quand même des complications, des risques de complications, je pense qu'il faut que les parents connaissent les techniques. Il faut rester encore extrêmement prudent. Je dirais que c'est difficile d'en mettre à tout le monde quand ils ont un grade 3 classique qui pourrait bien fonctionner avec un cartilage. S'ils ne sont pas demandeurs, il y en a qui ne veulent absolument pas de matériel étranger et qui préfèrent avoir leur côte. On reste sur une technique classique. C'est clair. Merci. Peut-être effectivement, là c'est quelque chose dont j'ai la souvenance sans avoir fait de bibliographie récente sur le sujet, mais des greffes de cartilage, notamment mandibulaires. J'ai le souvenir qu'il y a des transformations. Mes collègues chirurgiens maxillofaciaux connaissent ça mieux que moi, mais des transformations du cartilage greffé, transposé. Donc on pourrait imaginer que même au niveau de l'oreille, alors certes le micro-environnement n'est sûrement pas le même, mais qu'il ne se nécrose pas complètement puisqu'il reste en place. Mais un certain degré de croissance est peut-être possible quand même, effectivement. Bon, peut-être. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'évolution à très long terme, il y a des zones de nécrose, il y a des modifications, du modelage qui avait été fait initialement, qui sont plutôt d'ordre de la nécrose que de la croissance. Avec des exostoses éventuellement, mais plus dû aux fils d'acier qui sont utilisés ou aux fils de suture utilisés. D'autres questions? Une question par rapport aux conduits additifs externes. Parce qu'on sait bien qu'il y a des possibilités de reconstruction du conduit additif. Il y a des patients qui sont fixés du fait qu'il faut, par les patients, les parents en général, parce qu'ils n'ont pas des enfants, qu'il faut avoir les conduits additifs externes pour avoir une oreille que ça ressemble plus aux autres. Et moi, ce que j'avais en fait comme notion, c'était que déjà, on ne peut pas mettre dans la position qu'on veut les pavillons auriculaires parce que vous devez reconstruire les conduits auditifs dans une position particulière. Donc, du coup, on se trouve qu'on aurait une oreille plus basse, plus dystopique. Et puis, que ça peut être source aussi des germes qui peuvent infecter la reconstruction de l'oreille. Alors, je voulais te poser la question parce que je sais que ton maître a
aux États-Unis, il reconstruit les conduits auditifs. Donc, son expérience et toi, ton avis sur la reconstruction du conduit auditif? Parce que moi, en général, je disais que c'était, à part que dans les follow-up, il y a beaucoup de soucis aussi, il se sténotise, ça reste pas stable, il y a d'autres interventions à prévoir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une utilité fonctionnelle? Je vais poser à vos URL pour ça, parce qu'esthétique, je ne la vois pas. Autre chose, pour ce que ça concerne, nous, on fait des greffes chondrocostales pour reconstruire les branches montantes. Et on a en fait suivi comment il grandit, parce que cette greffe chondrocostale, on les fait vers l'âge de 7 et 8 ans. On prend donc une partie squelettique, que c'est la partie la plus importante, une petite partie cartilagineuse d'environ 5 et 6 mm. Notre problème, c'est qu'on ne sait jamais comment il va grandir cette greffon chondrocostale, et on a vu qu'il ne peut pas du tout grandir, donc on est très déçus. Rester stable, grandir un petit peu, mais ça peut arriver qu'il grandit trop, et là, on a eu des soucis. Donc, c'est imprévisible. Il y a de l'os aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas que il y a de l'os aussi. Donc, non, mais dans le chondrocostal, il y a os et cartilage. Hein, mais d'accord. Alors que nous, on pense que la partie cartilagineuse. Nous, on pense que puisque c'est du cartilage de croissance, c'est ça qu'elle va grandir et faire grandir peut-être l'os, mais on ne sait pas. Non, je sais pas. La proximité de l'os mandibulaire aussi. Alors, question épineuse. Le conduit. Donc, on garde pour l'instant le même discours dans notre service, c'est-à-dire que de façon nationale et même européenne, on a statué que dans les aplasies où il n'y avait pas de conduit auditif du tout natif, on ne reconstruisait pas le conduit. Le problème n'est pas la technique chirurgicale, le problème est la complication post-opératoire. Il faut faire un conduit qui soit assez grand pour rester grand, puisque le conduit aura tendance à se resténoser. Il faut amener une peau qui n'est pas native, puisque la peau du conduit auditif externe qui contient des cellules ciliées et qui va sécréter le cérumen et qui va permettre au conduit de se nettoyer sera en général de la peau du scalp et a tendance à s'assécher, à s'atrophier et à créer une sténose. Il va falloir des soins à peu près tous les 15 jours au début, puis et on dit ceux qui en font beaucoup, au moins 2 fois par an, voire parfois un peu espacés, mais en tout cas des soins chroniques sur le soin de l'oreille, avec un résultat auditif, parce qu'il faut non seulement faire le conduit, faire en sorte que ce conduit reste ouvert, et refaire en sorte que la chaîne ossiculaire soit mobile et que l'information auditive vibratoire soit transmise à l'oreille interne. Or, cela, parfois, se réossifie, se refixe, avec parfois des résultats même sur l'oreille interne qui entraînent une diminution de l'audition interne. Donc, pour le moment, étant donné les capacités chirurgicales et en tout cas les suites opératoires complexes que ça provoque, on ne le propose pas aux enfants. On dit, si un jour adulte, il a envie de le faire, très bien, il prend ses responsabilités. Mais enfant, on ne veut pas proposer ce type d'intervention qui a quand même des contraintes à la fois de soins et éventuellement des risques de complications auditives définitives pour un enfant. Il est vrai que aux États-Unis, ils proposent la technique combinée, c'est-à-dire qu'il va faire d'abord le conduit auditif et dans le même temps chirurgical. Ensuite, une fois que le conduit est fait et bien positionné, ils refont l'oreille associée. Donc je pense que si ces parents ont un désir de prise en charge aussi auditive, moi je leur explique que ce n'est pas le problème de la technique chirurgicale, mais plutôt des complications qui peuvent exister et qu'en France on ne le fait pas. Maintenant, s'ils veulent voir ailleurs, voilà, libre à eux d'aller voir ailleurs, mais qu'il vaut mieux, de tous les cas, faire d'abord un conduit et ensuite l'oreille, puisqu'on fait l'oreille autour du conduit évidemment. Et de toute façon, cette chirurgie n'est proposée que pour certains patients qui vont être candidats. Donc il faut déjà que l'enfant soit candidat. Et pour ça, il va passer un scanner. Il y a un score, le score de Jardorfer, qui est un score scanographique qui va dire s'il est ou pas candidat et s'il a des chances ou pas d'avoir un bon résultat auditif. En sachant que même si on a un bon score, on n'est pas nul de risque de complications. Donc pour l'instant, on ne le propose pas. Peut-être que ça changera, mais en tout cas, voilà. Je ne peux que plus soyer, c'est une des interventions les plus, non pas les plus décevantes, mais en tout cas aux suites les plus compliquées qu'on peut faire, enfin, nous dans notre discipline quasiment.